Attention, le contenu qui va suivre contient des spoils et les propos à venir sont à prendre au millième degré. Amateurs de destruction massive, de robots combattants et de dinosaures, mais aussi fans des Power Rangers, bienvenue pour cet épisode consacré à Pacific Rim. Ouais, la musique on la connaît, c'est cool, mais ne vous laissez pas attendrir, on attaque directement avec le début du film. Bon, vous savez qu'il est courant d'avoir une petite scène d'entrée qui se situe à un endroit chronologiquement différent du reste du film, et Pacific Rim en possède évidemment une. Bon, on est en 2020 comme c'est écrit ici, et on suit le combat des frères Beckett en Alaska, et il est temps pour moi de sortir la petite anecdote démographique. Bon, écoutez bien ce que dit le Marshal Pancoast. Messieurs, votre mission, protéger la muraille miracle d'Anchorage, bien reçu ? Bien reçu, Marshal. Ouais, protéger la muraille d'Anchorage. Bon, là-dessus, les frères rebelles demandent s'ils peuvent avant tout sauver un bateau de pêcheurs perdu en mer, etc. Eh bien, regardez la réponse du Marshal. Vous protégez une ville de 2 millions d'habitants, vous n'allez pas risquer ses vies pour un bateau qui en contient 10. Suis-je bien clair ? À vos ordres. Oui, vous avez bien entendu, ils doivent avant tout assurer la sécurité d'une ville de 2 millions d'habitants. Bon, je crois que notre cher Idriss Elba est un petit peu marseillais sur les bords, je suis allé vérifier où était Anchorage. Bon, ok, c'est la plus grande ville d'Alaska, mais en 2015, les chiffres de population ne parlent que de 300 000 habitants. D'ailleurs, l'Alaska elle-même ne contient pas plus de 2 millions d'habitants. Bon, vous me direz, oui, mais attends, tes chiffres ont 5 ans de retard. Oui, bah calmez-vous, puisque ça m'étonnerait que la population d'une ville comme celle-ci ait été multipliée par 7 en 5 ans. Surtout qu'on sait que depuis l'arrivée des kaiju dans le Pacifique, il fait pas super bon faire du tourisme sur les côtes de l'Alaska. Bon, voilà, poursuivons les amis. Bon, vous savez, j'ai toujours été un petit peu nul au sport à l'école, mais comme dans le film, c'était peut-être seulement à cause du système de notation de mes profs. Bon, vous allez voir où je vais en venir. On se retrouve ici avec une scène du film que j'aime beaucoup. Ouais, c'est à ce moment qu'on apprend que le personnage de Mako est plutôt badass. Enfin bref, s'il existe un sport où les points sont encore plus bizarres qu'au tennis, c'est bien celui-là, pratiqué par ces hommes pieds nus en débardeur. Bon, ici c'est l'entrée en liste des jeunes combattants. Alors déjà, dès la première touche, le score est déjà de 4 à 1. 4 points à 1. Mais alors ce film a soit le héros le plus nul à chier de l'histoire du cinéma, soit Madame a du mal à attribuer les points et on devrait peut-être lui retirer sa licence d'arbitre. Bah oui, regardez le point suivant. Riley met son rival à terre et marque donc un point, mais écoutez ce que Mako annonce. 4 points à 2. Oui, 4-2, ça veut tout simplement dire qu'avant cette scène, Riley était simplement mené 4-0. Bon, on poursuit un peu sur cette scène. Je veux bien que l'on soit galant, mais attendez, vous ne trouvez pas que les points suivants sont un petit peu volés ? Un partout. Oui, Mako se contente de scorer en tapant lentement comme ça. Je suis désolé, mais ses compatriotes du début de la scène n'ont pas eu cette chance. Hein. Et ici, le combat commence sur un traditionnel 0-0. Bizarre, non ? Bon, en travaillant sur cet épisode, je me suis persuadé de ne pas tomber sur la facilité du débat anti-Pacific Rim. Ouais, vous savez, le traditionnel... Non, mais attends, avec les armes qu'on a aujourd'hui, c'était complètement inutile de faire joujou avec des robots alors que des bombes peuvent suffire. Ouais, mais là-dessus, le film apporte pas mal de réponses intéressantes, hein, amenées par des petites répliques qui paient pas de mine, mais qui justifient tout ça. Alors, déjà au début, la voix off énonce clairement que pour tomber, le premier kaiju, les tanks et les mirages ont mis plus d'une journée et que la bête a réussi à avancer pas mal sur les terres. Ensuite, le Marshal Pancoast assiste bien sur le fait qu'ils aient déjà essayé d'envoyer des bombes sur la faille, mais que ça n'a eu aucun effet. Et enfin, juste si on est un petit peu logique, si les combats se passent en ville, il vaut mieux le faire moins de dégâts possible, hein, et donc ne pas se servir d'explosifs. Bon, là-dessus, je suis pas trop pour le fait de critiquer les combats dans ce film, sauf un petit détail près. Vous savez quelle est l'arme la plus efficace du film ? Cherchez droit sur moi, bougeons à pleine vitesse. Écartez-vous. Ouais, cette épée. Mais alors bordel de comment, de pourquoi, de merde, ils ont attendu tout ce temps pour la sortir. Ouais, je parle bien de l'épée, hein. C'est fou, le truc est ultra efficace et ne demande pas de recharge, mais non, c'est plus sympa de se battre avec les poings ou avec un fusil plasma.